Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses, et je suis en compagnie de Tom que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux sous le nom de Spade, et on va parler de création de couverture. En fait, cette vidéo entame un cycle de 2 vidéos, puisque sur la première vidéo on va parler avec Tom de la création des couvertures, et dans une deuxième vidéo on vous parlera d'adaptation graphique à l'intérieur des ouvrages, et donc de maquettes, mise en page, etc. Bon, dans un premier temps je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Tom, comme Bruno l'a dit, mon pseudo c'est Spade sur les réseaux sociaux, donc je suis graphiste, je travaille à la fois sur les maquettes de couverture, sur du lettrage, et en parallèle je fais aussi du bénévolat dans une galerie d'art, et à titre d'amateur je fais aussi de l'illustration, des mangas. Voilà. Et en plus de travailler pour les éditions Akata, tu es aussi freelance pour d'autres maisons d'édition. Oui, c'est ça, je suis graphiste freelance. Je travaille aussi notamment pour Chatto ou même Pika. Voilà. Et en fait, ouais, en tant que graphiste, voilà, toi tu aimes les mangas, tu lis les mangas, mais tu as des horizons artistiques plus larges. Est-ce que ça te sert dans le cadre de la réalisation de maquettes de couverture de manga? Ça c'est sûr. De toute façon, pour un graphiste, le plus important c'est d'être curieux. Donc il faut voir ce qui se passe partout, parce que c'est un peu comme la mode, ça évolue tout le temps, ça évolue vite. Et de toute manière, quand j'ai fait mes études, mon directeur n'aimait pas trop le manga. Je sais pas qu'il aimait pas, mais il me répétait sans arrêt que le manga s'était codifié. Donc après, oui, il faut savoir s'ouvrir à d'autres médias, mais comme la littérature, même ce qui se fait en film, etc. Du coup, globalement dans la réalisation de couverture, on a 2 cas qui se présentent. C'est à la fois le cas entre guillemets le plus courant et le plus simple, alors ça se discute si c'est plus simple ou pas, c'est quand on doit faire des adaptations de couverture en gardant le même visuel, la même illustration que la version japonaise, et qu'il faut entre guillemets juste créer le logo, choisir la police, potentiellement adapter un petit peu. Et puis le deuxième cas, c'est le cas où on fait des créations intégrales. Alors on va commencer par parler des adaptations où on garde l'illustration. La particularité des jaquettes où on n'a pas forcément adapté le visuel japonais, c'est vraiment de créer le logo et qui s'intègre bien à l'illustration de base. Après on peut se permettre quelques libertés comme changer le format, par exemple sur Avec Toi, ou même changer le fond, c'est ce qu'on a fait aussi sur Duelist, ou même sur les chroniques d'Asfareo. Oui, en plus sur Duelist, un des trucs que je t'avais demandé, c'était d'essayer d'avoir une charte graphique qui serait cohérente avec Game, en tout cas encore. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc c'est pour ça qu'on était parti sur le fond noir, qu'on avait gardé la même police pour le titre, je crois même peut-être pour le résumé. Ouais, pour le résumé on avait gardé le même, si t'as raison, pour être cohérent. Une des difficultés qu'on a souvent en japonais, c'est vrai que le japonais par rapport au français, c'est une langue qui est souvent plus condensée, notamment sur des titres avec des kanji, ça peut être assez court, ça peut être aussi écrit à la verticale. On a plein de problématiques comme ça. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu as eu des cas où spécifiquement c'était compliqué? Les titres longs ne sont pas les plus évidents, ça c'est sûr. Par exemple sur Oniboy ou même sur Frix Café, on compose le logo sur plusieurs lignes. Pour éviter on évite, je pense, autant que possible de le mettre à la verticale parce que c'est moins intuitif pour la lecture. C'est vrai, on a pas mal de bouquins où on a eu des titres verticaux, quand on réfléchit finalement. Aime ton prochain, c'était du vertical. My Fair Oniboy, c'était pas vertical, mais c'était assez déstructuré. C'était comment My Fair Oniboy? Je sais plus, mais je crois que c'était déstructuré sur la couverture. Frix Café, c'était du vertical, non? Frix Café, c'était du vertical. C'était du vertical. On a À nos fleurs éternelles qui était en vertical. C'est ça. Donc c'est assez fréquent en fait, parce que vraiment c'est une culture où aussi on écrit beaucoup en vertical. En termes d'encombrement, de taille, est-ce que ça se gère? Comment tu arrives à gérer ça en fait? En fait tout dépend de l'image aussi. Par exemple sur Aime ton prochain, vu que c'est assez sobre, on a un personnage qui prend pas toute la place, c'est facile de trouver un compromis sur comment placer le titre. Sur Frix Café, le tome 1 notamment, c'était un peu plus compliqué parce que on avait beaucoup d'éléments et du coup il fallait trouver une solution pour pas cacher les visages des personnages ou ne
pas non plus dissimuler la tasse et les menottes, ceintures, je sais pas trop ce que c'est. Le test de grossesse dans la tasse. Voilà, parce que c'est des éléments aussi qui sont symboliques de ce qui se passe à l'intérieur du manga, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on était parti sur une composition en escalier, sur 2 lignes, avec le Frix en haut et le café en dessous. Mais après ça se teste, hein, c'est pas forcément... on n'a pas forcément cette idée-là du premier coup. On peut même faire des jeux de devant-derrière avec les lettres. Et pour Frix Café, tu m'avais dit que en fait, pour créer le logo, tu avais regardé des panneaux de café réels pour un peu t'inspirer du coup. Oui, les devantures, pour saisir en fait quelles polices sont utilisées, comment est structurée la typographie. Et souvent, il y a un côté un peu... comment dire, un peu pop, je sais pas si c'est le bon terme, mais avec des lettres un peu rondes en fait dans la rondeur, et je suis parti là-dessus pour Frix Café, oui. Je voulais qu'il y ait ce côté devanture. Et du coup ce logo-là sur Frix Café, tu l'as fait à la main, tu as utilisé une police? Alors je l'ai fait à la main, je l'ai complètement dessiné, après je la réagence, restructure, modifie un peu sur les logiciels de graphisme. Ça veut dire que tu dessines, tu scannes et tu ajustes. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et après, je fais mes choix de couleurs pour que ça harmonise bien avec la couverture. Quand tu envisages une série comme Frix Café, c'est une série, au début de l'histoire, on n'a pas encore fini le manga au Japon. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu fais attention pour pas... on ne sait jamais à quoi vont ressembler les illustrations. L'avantage pour Frix Café, c'est que j'avais le tome 1 et le tome 2 en même temps. Donc ça me paraissait presque logique que les couvertures suivantes soient dans le même ton. Donc ça m'a pas trop posé problème. Est-ce qu'il y a une série où t'aurais galéré? Mais souvent tu m'en envoies plusieurs. Tu me montres quand même les couvertures japonaises, il y en a quand même quelques-uns au moins qui sont sortis. Et de manière générale, ça suit la même dynamique de volume entre volume. Après, par exemple, tu vois, sur My Fair Honey Boy, faut quand même avouer que les couvertures, les illustrations, elles n'ont rien à voir. Le tome 1, tu as 2 personnages, le tome 1, tu en as un en gros plan, le tome 2, tu en as encore 2, le tome 5, tu en as un autre en gros plan avec un gros bouquet. Est-ce que c'est plus difficile à gérer en termes d'uniformité? Déjà, le logo de Honey Boy était plus difficile à gérer de base. Ouais, t'as rencontré plus... C'était plus difficile, parce que c'est vrai que l'illustration est très fournie, il fallait que ça fasse quand même feel good. Le titre était assez long. Tu trouves ça long, My Fair Honey Boy? Oui, quand même. Parce que en fait, tu vois, des fois on a des titres tant que nous serons ensemble. C'est long beaucoup, aussi. Ouais, mais c'est beaucoup plus long. Donc dans ma tête à moi, tu vois, My Fair Honey Boy, je me dis c'est assez court comme titre. Moi, quand je me dis on trouve un titre, j'ai l'impression que c'est court. Ouais. Mais c'est pas ton avis, c'est ça qui est intéressant. Avec toi, Imizu, c'est court, même Duelist. Mais Duelist, il y a un sous-titre. Il y a un sous-titre, mais le sous-titre c'est moins gênant. Ah bon? Ok. Non, mais c'est intéressant parce que pour moi, c'est ok. Je me dis, moi, toujours un sous-titre, le graphiste il va galérer. Ah ouais? Ouais. Alors, il est pas forcément. Ça dépend, je pense. Sur Running Girl, il était un peu plus difficile à placer. Mais pour revenir à Honey Boy, le but c'était d'avoir une adéquation entre le logo et le fond à poids, avec le changement de police. Et ce qui était dur, c'était la variation des illustrations sur les jaquettes. Mais des couleurs aussi, parce que c'est vachement différent. Des couleurs, des couleurs dominantes. Donc le but c'est de faire en sorte que ça soit harmonieux à la fin. Moi je t'avoue que je m'étais demandé, tu vois, quand on a fini le tome 1, si tu allais laisser le cercle qui est en fond, si tu allais le laisser en jaune tout le temps. Il y a toujours ce jaune qui revient dans chaque couverture. Alors après, j'ai pas fait attention aux couvertures suivantes, mais si jamais sur les couvertures, mais si jamais sur les couvertures suivantes, on n'a pas de jaune dans les petits pois, tu fais comment? Et on verra. Non mais c'est marrant parce que là ça se tient bien du coup. J'avoue que j'ai pas regardé. Après je pense que c'est moins gênant peut-être sur une première de couverture que sur un dos. Où là, vu que sur les étagères ça pourrait être tranché tout de suite. Bon, il n'y a pas le rond là sur le dos, mais s'il y avait un changement radical, ça serait plus gênant sur le dos. C'est d'accord. Donc si on a besoin, ça veut dire qu'on changera. Oui, parce qu'on fait beaucoup attention globalement à l'équilibre des couleurs sur les dos. Est-ce que tu réfléchis quand tu lances le tome 1 justement sur n'importe quelle série, sur comment tu vas enchaîner les couleurs, ce genre de choses? Oui.
De toute façon, le dos, il est facile à, comment dire, à réutiliser sur chaque volume. On garde tout le temps la même structure. Oui, on change les couleurs ou comment dire, la petite image. Ouais. Et la tomaison, forcément. Mais est-ce que tu fais attention à ce que ça soit suffisamment marqué, différent, qu'il y ait un équilibre entre les tomes, que ça se ressemble pas trop, ou que ça se ressemble justement? Ça dépend, parce que sur Samurai Comeback, je fais en sorte que ça se ressemble. Mais sur Honeyboy, on a une variation de la couleur, même si on a quand même une cohérence sur la tomaison avec des couleurs chaudes. Sur Frix Café, par exemple, je fais en sorte d'avoir à chaque fois une petite tasse différente. Après ça c'est marrant, peut-être en parler un peu, on l'a fait avant, c'est une charte un peu qu'on a établie avant que tu arrives, mais voilà, sur nos What the Fuck, c'est vrai qu'on a notre charte, on a notre charte spécifique où justement on demande d'avoir le logo blanc, enfin le logo What the Fuck sur le fond blanc au-dessus, un espèce de dégradé en noir, et après d'aller, d'avoir toujours les éléments à peu près dans le même ordre, justement pour donner une cohérence. Ça, je suppose que ça aide un petit peu les graphistes aussi quand même. Après, il y a des cas où on fait des exceptions, comme Aime ton prochain. Qui est sur un fond blanc. Ouais, qui est sur un fond blanc. En fait, on aurait pu le passer en noir, mais je pense que ça aurait été choquant. Mais même sur Emizu, il y a l'exception sur le What the Fuck, du TF qu'on a changé de couleur. Parce qu'on était quasiment en bichromie sur chaque couverture. C'est vrai. Et c'était plus cool de l'avoir en couleur. C'est vrai, ça faisait une cohérence. En fait, on fait une variation sur une charte de base. Et du coup, sur des couvertures justement où on sait que tu as, parce qu'on sait, où tu as eu un peu plus de mal, des fois en tant que graphiste, même en tant qu'éditeur, il y a des choses où on a plus de mal à trouver ce qu'on veut comme couverture, etc. Et même ton prochain, on a un peu galéré. Oui. Mais là, pour le coup, à la différence de Honeyboy, c'est que Aime ton prochain, c'était trop vide. Et on avait un logo vertical, et j'ai essayé de faire en sorte de m'approcher le plus possible de la VO, mais ça allait jamais vraiment. J'étais pas convaincu, toi non plus. Et à un moment, je me suis remis en question, et c'est important de pouvoir prendre du recul justement sur ce qu'on fait. Je me suis remis en question, j'ai tout refait à zéro, et je me suis dit pourquoi pas mettre vraiment des gros aplats de couleurs. Et du coup ça structure la page, ça l'habille un peu, et tu as l'air d'avoir adhéré tout de suite. Ouais, sur la nouvelle version carrément. Et en fait c'est marrant parce qu'à chaque fois quand tu me fais des propositions de première couverture, des fois tu essayes en fait je sais jamais si tu te forces ou pas à coller à la version japonaise ou ça dépend, parce que Frix Café ça colle pas du tout à la version japonaise, mais je pense que oui, parce que je sais que les Japonais sont très stricts. Ils sont stricts, mais on a toujours souvent, et c'est vrai que chez Akata on aime bien adapter quand il faut. En fait, on a rarement eu des gros soucis de validation sur les couvertures. Et personnellement, en tant qu'éditeur, je tiens pas forcément à ce qu'on fasse. Il y a les illustrations, si elles sont bien les illustrations, il n'y a aucune raison de les changer. Mais je tiens pas forcément et de manière indispensable à ce qu'on colle absolument au placement japonais, à la police japonaise. Là, typiquement, le prochain c'était vertical, c'était illisible sur un titre aussi long. Non, c'est sûr. Après, le fait de commencer en s'inspirant de la version japonaise, ça permet de se mettre dedans et trouver de l'inspiration. C'est comme pour l'écriture, quand tu commences à écrire, tu trouves l'inspiration. Là c'est pareil, parce qu'au final Samurai Comeback ça ressemble pas du tout à la VO, Aime ton prochain non plus, My Fair Honeyboy non plus, Frix Café non plus, Bisous non plus. C'est pour ça. Je me demandais si parce que des fois j'ai bien remarqué que tu essayais de faire proche du japonais, et d'ailleurs sur Asfareo tu as repris l'espèce de j'ai repris l'élément graphique languette là pour faire le C, et c'était super beau. Et je me demandais si en fait spontanément tu avais envie toi de coller tout le temps absolument à la version japonaise. Moi non, moi personnellement non, mais oui, je pense que ça aide au démarrage. D'accord, c'est intéressant dans la méthode de travail pour savoir. Après, je pense que chaque graphiste a sa méthode de travail. Ok, parce qu'en fait, des fois j'avais l'impression de... C'était marrant, je me disais, mais Tom il a encore essayé de faire un truc proche du japonais, et souvent je me demandais, est-ce qu'il se force à ça, ou est-ce que c'est parce qu'il a l'impression que je préférerais comme ça. Et au final, quand tu as adapté tout de suite, des trucs comme avec toi, finalement c'est là où on a... En fait, très souvent ça avance le plus vite, quoi. Mais à l'inverse, pour Show Me Love, j'étais pas proche de la VO, et tu me dis il faudrait faire un truc plus proche de la VO.
Ouais, parce que le petit cœur, il était pas très joli en même temps. Parce que déjà, le titre Show Me Love, il parlait amour, hein, mais amour dans le sens large, et je sais pas, le petit cœur, ça faisait déjà très connoté. Je sais plus comment j'avais fait. T'avais mis un cœur à la place du haut, de love, et en fait, moi, je voulais garder le mot love, ça me gênait pas, parce que le titre, il parle d'amour au sens large, et je trouve ça bien que le terme love, il soit pas connoté seulement à l'amour romantique, mais ouais, je trouvais que ça faisait beaucoup. Après, de manière générale, j'ai l'impression que tu les valides assez vite. Bah ouais, sauf dans les 2-3 cas où on galère un peu, quand même ton prochain. Mais je pense que ceux où on a le plus galéré, c'était M ton prochain et Honey Boy. Ouais, clairement, ouais. Un peu Running Girl peut-être aussi, et puis ça on peut en parler un petit peu. Running Girl, c'était sur peut-être le choix de la composition. De la couleur. Ouais, parce que en fait, ça c'est intéressant d'en parler aussi. Après, je comptais faire de toute façon une vidéo pour en parler moi en détail après. Mais c'est vrai on a lancé la série, on n'avait pas la visibilité globale sur tout le manga, et puis on avait besoin de le faire en numérique. Oui. Moi, j'avais besoin que tu me fournisses des fichiers où je pourrais, sans te déranger, changer la couleur moi-même pour faire les chapitres numériques. Oui. Et ça a un petit peu impacté. En plus, je t'avais dit d'emblée que j'espérais faire un partenariat sur le tome 1 et de mettre un bandeau, donc il fallait un logo en haut. Alors qu'en japonais, le logo, il était plutôt en plein sur elle, quoi. Ça a été compliqué, je crois. Je sais plus, le bandeau, tu voulais qu'il soit que sur le tome 1, c'est ça? Le tome 1, je t'ai dit peut-être le tome 3 on en mettra un, mais il n'était pas sorti de toute façon à l'époque. Alors je sais plus, il ressemble à quoi le tome 3. Mais ouais, sur le tome 2, je l'ai placé en bas par exemple. Je me souviens bien que d'abord en japonais, elle était beaucoup plus remontée et on voyait pas ses deux jambes. On voyait pas sa jambe qui lui restait et on voyait que la prothèse. Et on s'est dit, on va mettre en avant la différence entre les deux jambes en baissant le personnage. Mais voilà, après, entre la version numérique et la version... le but, c'est pour la version numérique, c'était d'avoir des chapitres et de pouvoir changer la couleur facilement. C'est pour ça qu'on était parti sur des aplats, là où sur la version papier, les fleurs sont beaucoup plus... les pétales sont beaucoup plus détaillés. Et on est parti sur un dégradé sur le titre, sur le cercle au milieu. Et il y a ça. Un truc. Oui, on a eu... c'est ça. Entre le tome 1 et le tome 2, il y a eu un changement de technique. C'est-à-dire que... comment ça s'appelle? Narumi Shigematsu a changé sa technique. Elle est passée de la couleur traditionnelle à la couleur numérique. Sauf que les couleurs traditionnelles, parfois, une fois que c'est imprimé, ça perd un peu de sa qualité. Et du coup, on voulait quand même que... tu voulais que ça reste... cohérent d'un tome à l'autre, quoi. Donc, j'ai un peu un peu recolorié, rehaussé les couleurs du personnage sur le tome 1. Alors qu'on fait ça, évidemment, on a demandé à la dessinatrice si elle était d'accord, et on lui a tout fait valider, et ils ont validé pour qu'effectivement les 3 tomes fonctionnent mieux ensemble. Et du coup, on peut voir la différence entre la version papier et la version numérique. Carrément, c'est vrai que si vous avez eu l'extrait à Japan Expo, ou même dans Perfect World, l'extrait dans Perfect World, on avait déjà changé. Mais le premier extrait de Japan Expo, les couleurs par rapport à la version papier, on mettra derrière. Mais je pense que c'est encore plus flagrant imprimé, quoi. C'est ça se voit, quoi. Après, c'est pas la même qualité de papier, il y a peut-être, mais bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc voilà, ça globalement c'est le travail sur les séries où tu adaptes. Alors après il y a quand même une série dont je voudrais qu'on parle parce que ça a été un gros boulot, c'est Kanon. Oui, Kanon. Parce que Kanon, justement, on parlait de déstructurer le logo. En japonais c'était très particulier. Voilà, ça... Bon, j'avoue que Kanon c'est mon chouchou. J'ai bien aimé travailler dessus. Ça aurait été dommage de perdre... ce côté déstructuré qu'il y a en VO et ne pas l'avoir en VF. Puis en fait, il y a des couleurs super audacieuses en japonais. C'est ça. On a des couleurs qui se contrastent vachement. Le magenta sur le bleu, sur le tome 3 le vert par rapport au violet. Ça aurait été dommage de perdre ça. Et ça, comment on t'a géré? Parce qu'en fait, globalement, une fois qu'une charte graphique est posée, sur les tomes suivants, ça va plus vite, quoi. Oui, c'est sûr. Sur la version japonaise, il me semble qu'il y a un titre en anglais et un titre en japonais. Donc là, le but c'était d'avoir tout en français. Donc j'ai gardé le sous-titre, le Kanon au bout du monde, en un seul titre, en un seul morceau, et j'ai dupliqué le Kanon pour faire l'aspect déstructuré.
Et là, sur le choix des couleurs, t'es parti pareil qu'en japonais, Oui, t'as un peu varié. c'est ça, sauf pour le tome 4. Ouais. Mais la particularité du tome 4, c'est que les Japonais avaient mis un espèce d'argenté, ouais, c'est ça de l'argenté, ouais. Et ça, c'était pas possible. Du coup, j'allais pas mettre un gris, ça aurait été dommage. Et du coup, il fallait toujours une couleur qui se contraste. Donc je suis parti sur du jaune par rapport au bleu foncé, et puis même ça fait écho à ses bottes ou aux lumières en arrière-plan. Donc voilà. Après, sur les jaquettes, on adapte aussi les couvertures intérieures. Après, souvent ça reste assez standard, mais je crois que c'est sur Duelist où la C4 intérieure. Avec toi, t'as aussi changé. Ah oui, avec toi. Avec toi, t'as pas mal changé. Et ça, comment tu l'envisages? En fait, je trouvais ça rigolo, sa petite tête un peu grumpy là, du chat avec toi de Kekonishi. Et du coup, je voulais qu'il y ait sa tête. Mais je voulais pas forcément que ça soit la même que sur la jaquette. Et après, je me suis dit, c'est rigolo, on a sa tête, pourquoi pas sur la 4e de couverture, pourquoi pas avoir son cul? Et du coup, derrière, il est derrière, on voit son petit trou du cul. Je trouvais ça rigolo. Ouais, et d'ailleurs, c'est marrant parce que au final, cette jaquette, c'est une de celles où tu avais pris le plus de liberté. Hein. Oui, en fait, tu m'avais pas fait vraiment de brief. Ah bon? D'accord, ok. Je crois pas. Hein. En fait, c'est vrai que sur One Shot Shoujo, il y a une espèce de truc où il y a une grande liberté, je crois, dans l'adaptation et aussi dans le logo. Enfin, un logo qui est assez stylé. Mais je t'avais quand même décrit un bouquin un peu adulte sur la famille. Ah oui, oui. C'est vrai que sur le titre peut faire jeunesse, mais je voulais vraiment que ça colle au premier chapitre où le personnage principal, le narrateur du chapitre 1, a 5 ans ou 6 ans. Et vu que c'était ce personnage-là qui est plus proche du chat, je trouvais que ça collait bien. Mais ça, pareil, la police, t'as tout créé. Voilà, ça c'est une police que j'ai dessinée, j'ai pris des pastels. Ah oui, t'as vraiment pris des pastels. Oui, parce que je voulais avoir la même texture. D'accord, ok. Non, mais je savais pas comment t'avais fait, d'accord, ouais. Ah, il t'a scanné. Voilà, ok. Je prends un pastel, je le fais en noir, je scanne. Une fois que c'est scanné, on enlève le blanc autour, je réajuste et puis là je mets mes couleurs. D'accord. Ok. Mais je t'avoue, la première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super beau. Hein. Mais j'ai un peu bugué, je me suis dit, peut-être ça fait trop livre jeunesse. mais au final, on l'a gardé parce que le chat a une drôle de tête et le personnage est de dos, il y avait une espèce de truc nostalgique qui se dégageait et ça faisait un contraste qui était assez saisissant, quoi. Ok, et je pense qu'on a à peu près fini pour les couvertures où on adapte des choses existantes, donc des visuels qu'on utilise, mais on a plein de cas où parce que les séries sont trop vieilles, en fait c'est toujours parce que les séries sont trop vieilles, il faut réadapter complètement. Donc ça, comment tu gères? Là, de mémoire, il y a eu 3 séries, c'est ça? Ouais, 3 séries, donc la Métamorphose, Imizu et Samurai Comeback. Ouais. Et là, comment tu gères, comment tu adaptes, comment tu conceptualises le truc? Sachant qu'on a de la chance sur toutes ces séries-là quand même, c'est toutes des séries finies, ou des one-shots. Oui, la Métamorphose, c'était, je pense, plus simple parce que tu m'avais dit que tu voulais qu'il y ait un aspect littéraire. Donc, déjà, ça me paraissait évident de mettre l'insecte, la première de couverture, parce que ça interpelle, parce que c'est Kafka, quoi. Donc voilà. Mais oui, du coup, je me suis inspiré des romans, des livres un peu traditionnels. Les vrais livres. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a tellement une variété de couvertures sur les romans maintenant. Mais pour avoir cet aspect littéraire, il fallait que ça réponde à des codes classiques. On va dire, voilà. Donc je suis parti sur une police à empattement qui est un peu plus, qui peut évoquer un peu, l'imprimerie. Et voilà, je reprends l'insecte, je le mets en couleur et du coup j'ai créé un fond et je voulais vraiment qu'il y ait cette dualité entre l'insecte et l'humain et c'est pour ça que j'ai créé l'ombre sur l'image. Et j'y pense que maintenant, mais tu m'as dit déjà que tu n'aimais pas les cadres. Mais là, J'aime pas les cadres, mais sur les romans il y a souvent des cadres. D'accord, ok. Moi je trouvais que c'était bien, ça faisait dynamique et ça mettait en valeur. Je t'embête, hein. Et donc voilà, là c'était un one shot et après tu as eu des séries comme Imizu, Samurai Comeback qui sont des séries finies mais où le matériel est trop vieux, on a rien, on a pas de couverture couleur, où on a que des fichiers aplatis, des scans de livres imprimés. Ça, comment on gère? L'avantage pour Imizu, c'est que j'ai pu faire quasiment les 4 en même temps. Donc déjà pour la conception et la cohérence entre les volumes, c'était plus simple. Imizu, tu voulais que ça colle à Saltiness, que ça soit
en miroir, avec le titre en haut, le fond noir. Puis comme c'est une histoire assez sombre aussi, le noir fonctionne. Même sur le rabat, d'avoir un rabat similaire, mais je crois que sur Saltinès c'est des personnages, et là j'avais décidé de mettre des décors, vu qu'il n'y en a pas sur la première de couverture. Après c'est un peu au feeling, c'est-à-dire que je regarde les planches à l'intérieur, et je sélectionne celle qui m'interpelle le plus. Et d'ailleurs, ça c'est une vraie question, parce que par exemple, quand je te confie le travail sur Imizu, en fait, t'as pas lu la série. Donc tu choisis des visuels un peu au pif par rapport à l'histoire finalement. Après, j'avais travaillé déjà un peu sur Saltinès, sur Galaxis. Travaillé sur Saltinès. Le tome 3, j'avais fait le lettrage. Mais c'était en dépannage. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'était pas un auteur inconnu pour moi. Et puis bon, au vu des planches, je pense qu'on arrive à saisir l'histoire. Mais justement, dans le choix des images, t'as pas peur de spoiler ou de faire des trucs Non, comme parce ça? qu'après, je sais que toi, t'es derrière pour vérifier et me dire si ça va. Ok. Ok. Non, mais c'est intéressant justement. Et il me semble, je sais plus, mais il me semble que avant de les mettre au propre, je t'envoyais les images, les planches que je voulais mettre. Je crois que j'ai fait la même pour Samurai Comeback. Il me semble même pour le tome 2, j'avais une hésitation et tu m'avais dit peut-être pas celle-là parce qu'elle ressemble trop au tome 1. Oui, carrément, je voulais les distinguer un petit peu, effectivement. Mais voilà. Et bon, Samurai Comeback, pour le coup, j'étais un peu plus libre. Parce que là il n'y avait pas forcément de concept à la base. Le but c'était de réinterpréter la couverture, mais comme c'est une collection what the fuck, je voulais des gros plans avec les visages un peu étonnés. Et pourquoi sur ça t'es pas parti sur une colo de la même manière que t'as fait sur Imizu? Enfin, t'as fait un travail sur l'image, t'as rajouté les ombrages et tout, il y a autre chose aussi. Mais pourquoi t'es pas parti sur un truc plus coloré? Parce que, en fait, je trouve que ça s'y prêtait moins. Sur Imizu, même si c'est coloré, la couleur, elle rentre un peu en dualité ou même en complémentarité avec le noir. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un titre qui ressort, ça permet d'accentuer les expressions des personnages. Sur Samurai Comeback, je me suis inspiré un peu de la réédition de Coq de combat. Je voulais qu'il y ait un aspect traditionnel. C'est pour ça que je suis parti sur des couleurs un peu sépia sur le visage des personnages, et le rouge pour un impact visuel en fait, et ça permet de faire ressortir les personnages. Mais en fait, quelque part, Coq de combat, c'est un bouquin qui n'est pas du tout un bouquin what the fuck, qui se passe de nos jours dans un cadre un peu dur. C'est vrai que ça peut surprendre. C'est peut-être le côté seinen, le côté peut-être baston ou des personnages puissants, je sais pas. C'était intuitif. Ouais. Et voilà, sur Samurai Comeback, contrairement à Imizu, on n'avait pas les fichiers pour tous les tomes. Imizu avait le fichier pour les 4 tomes. Samurai Comeback, on avait les fichiers que pour 3 tomes sur les 5. 3 tomes sur les 5, oui, c'est ça. On n'a pas encore fait les tomes 4 et 5. Est-ce que tu as déjà un peu feuilleté les ouvrages ou pas? Non, pas encore. Mais bon, je m'en fais pas en fait. Il y aura toujours des planches, des belles planches dans le manga, donc je trouverai bien quelque chose. Même si pour le tome 2, il y a cette petite particularité. Ah, mais oui! C'est que la couverture du tome 2, vous la trouverez pas dans le manga, parce que c'est une image tirée du tome 3. Effectivement, et ça normalement les Japonais ils aiment pas qu'on utilise des illustrations qui sont issues d'un autre tome en couverture. Simplement là on a vraiment regardé tout le tome 2 et on leur a expliqué que on trouvait que les illustrations du tome 2 seraient moins impactantes ou alors ressembleraient trop à celles du tome 1, ou alors que dessus il y avait des trop grosses onomatopées ou trop de retouches graphiques aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a ça à prendre en compte. Parce que sur les gros visuels comme ça, des fois tu as une grosse onomatopée et en fait si tu dois remplacer l'illustration, si tu dois prendre son illustration, tu as un visuel qui va être retouché beaucoup par toi et qui n'est pas forcément le travail de l'auteur. Et effectivement il y avait cette planche là, mais qui est vachement similaire à celle du tome 1. Moi ça m'embarrassait parce que quand même, comme les couvertures étaient un peu similaires en ton, on avait le même code couleur. Comme c'est le même code couleur, ça m'embêtait que ça soit une illustration aussi proche. Et du coup, on a demandé aux Japonais si sur le tome 2, on pouvait utiliser une illustration du tome 3, et sur le tome 3, c'est une illustration du tome 3. Et la suite, 4 et 5, on verra. Vous verrez bien. Oui, bon, je ne sais pas. On devrait. Ça se trouve, on prendra des illustrations du tome 3 ou du tome 1. On verra qu'on aura les fichiers. Voilà. Et
Toi, globalement, sur toutes ces couvertures-là, sur quoi tu prends le plus de plaisir? Quelle est celle dont tu es le plus fier? Celle dont je suis le plus fier, c'est Canon, je pense. Ouais, ok. Parce que je me suis vraiment éclaté. C'est vrai que les illustrations, même de Yoneshiro, elles sont super belles. Donc, c'est un plaisir de travailler dessus. Après, c'est vrai que quand je peux réinterpréter une couve, c'est cool aussi parce qu'il y a vraiment un travail de création supplémentaire. Je m'éclate là-dessus aussi. Et puisqu'on parle de création de couves et de création supplémentaire, il y a un autre travail que tu as fait, c'est la couverture française de Je ne suis pas un gars de fiction. Et là, pour le coup, on avait décidé, en discutant avec l'éditeur japonais, de ne pas utiliser l'illustration de couverture originale, même si on l'a remise à l'intérieur. On trouvait qu'elle faisait beaucoup trop douce, beaucoup trop typée manga. Voilà, on t'a confié ce travail-là. Comment tu réagis? Parce que c'est un roman, donc c'est vrai que par exemple sur un manga, peu importe si on a des illustrations d'origine ou pas, tu as toujours un univers graphique qui est préexistant. Là, sur Je ne suis pas un gars de fiction, je te donne juste un résumé. Tu peux pas lire le livre, il est en japonais. Comment tu envisages ce travail-là? Déjà, tu m'avais fait quand même un résumé. Tu m'avais décrit les différents personnages. Tu m'avais dit que le personnage principal écoutait du Queen. Tu m'avais un peu parlé de la psychologie des différents protagonistes, donc ça aide. Tu m'avais donné le ton de l'ouvrage. Donc après, je t'ai fait plusieurs propositions. 3, je crois, de mémoire. Si ça te dérange pas, on peut leur montrer les 3 propositions. Oui, on pourra montrer. Après, ça sera des brouillons, des croquis. Mais bon. Et du coup, on est parti là-dessus. Et tu voulais pas que ça fasse manga. Donc, j'ai pas montré le visage du personnage. Mais tant mieux, parce que ça donnait cet aspect étouffant. Il y a des éléments symboliques avec le casque, parce que le personnage écoute de la musique. Le livre manga, parce que le personnage féminin lit des yaoi. Donc, plein de petits éléments, en fait, qui vont venir représenter aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'où tu es parti sur cette bichromie? Pourquoi tu as choisi ces couleurs-là? Je voulais des couleurs fortes qui se contrastent bien. Le rouge, symboliquement, est assez oppressant, assez agressif. Se contraste vachement avec le blanc, le vert en fond. Après, il y a aussi... c'est aussi arbitraire. Il y a toujours une affinité avec certaines couleurs. Peut-être qu'un graphiste aurait choisi des couleurs différentes. Et sur le logo, comment t'as envisagé? Parce que pareil, encore une fois, c'est un titre long. Oui, alors le logo à la base c'était pas ça. Le titre c'était ça, mais on n'était pas parti sur ça comme principe. On voulait, il me semble, des lettres un peu éparpillées, avec un jeu de devant, de derrière. Tu t'en rappelles? Ouais, non mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est moi qui t'avais demandé ou c'était toi qui étais parti là-dessus? J'étais parti là-dessus, je crois. D'accord. Mais au final, on s'est rendu... ça marchait bien sur le brouillon, mais on s'est rendu compte que c'était moins lisible une fois finalisé. C'est vrai, dis donc, j'avais oublié ça. Et du coup, après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver comme alternative? Et je suis parti sur une écriture manuscrite, parce qu'il y a le jeu. Et je me suis dit, en fait, c'est comme si le personnage écrivait directement la phrase. Je crois qu'on a fait le tour des choses qu'on pouvait dire sur le travail des couvertures. En tout cas, voilà, c'était un peu une vidéo pour vous montrer les coulisses, encore une fois, cette fois de la réalisation des couvertures. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi demander à Tom directement sur les réseaux sociaux. On va mettre tous les liens et toutes les infos pour le suivre et son site web, tout ça, dans la barre d'infos de la vidéo. Et puis de toute façon, on va vous retrouver dans une deuxième vidéo avec Tom, qu'on va diffuser un peu plus tard pour parler cette fois de maquette et de mise en page intérieure des ouvrages. Et sur ce, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. On vous dit à bientôt sur la chaîne YouTube des éditions Akata.